Il existe des lieux qui non seulement renferment l'histoire, mais la respirent. Au cœur d'Asheville, en Caroline du Nord, se dresse un manoir si immense qu'il défie toute logique. Un palais bâti au milieu de montagnes sauvages, érigé par le rêve d'un homme réservé et silencieux, obsédé par la création de quelque chose d'éternel. Cet endroit est Domain Biltmore, plus grande résidence privée des États-Unis, symbole de pouvoir, d'ambition et de décadence. Mais derrière sa beauté, derrière ses jardins infinis et ses 250 pièces, se cache une histoire humaine marquée par des sacrifices, des amours inattendus, des tragédies et des décisions qui ont changé le destin de toute une époque. Ce que vous allez voir n'est pas simplement l'histoire d'un manoir, c'est l'histoire du dernier souffle de l'âge d'or, d'un rêve qui a failli s'effondrer, et d'une famille qui s'est battue pour la préserver quand tout s'est effondré. Si vous appréciez ce type de contenu historique, mystérieux et cinématographique, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et laissez un like. Cela nous aide beaucoup à continuer à créer des séries comme celle-ci. À l'approche des montagnes de Caroline du Nord, on pourrait s'imaginer n'y trouver que nature sauvage et sommets enveloppés de brume. Pourtant, niché au cœur de ces vallées et collines, se dresse un colosse de pierre et de marbre, le domaine de Biltmore, la plus grande résidence privée jamais construite en Amérique. Son histoire commence avec un homme qui rêvait d'apporter l'élégance et la splendeur de l'Europe au cœur du Sud américain, George Washington Vanderbilt II. Né en 1862, George était le troisième fils de la famille Vanderbilt, une lignée pour laquelle la richesse était un mode de vie et l'ostentation une tradition. Cependant, contrairement à ses frères, George ne cherchait pas simplement à accumuler plus de luxe. Il aspirait à créer un héritage, une demeure qui marierait le raffinement européen à la nature sauvage américaine. Dès le départ, George comprit que la construction de Biltmore ne serait pas une mince affaire. Il choisit avec soin le terrain, environ 50 000 hectares, comprenant forêts, rivières et collines, offrant des panoramas qu'aucun architecte ne pouvait ignorer. Il engagea le célèbre architecte Richard Morris Hunt, dont la réputation à New York et à Paris était irréprochable, et le paysagiste Frederick Law Olmsted, le même qui avait conçu Central Park. L'alliance de ces talents promettait un chef-d'œuvre qui traverserait les générations. Mais la construction impliquait bien plus que la simple conception et l'esthétique. Elle impliquait la logistique, la main-d'œuvre et la coordination de centaines d'ouvriers, d'artisans et de spécialistes pour chaque détail. Des toits ornés aux jardins méticuleusement aménagés, tout fut conçu pour résister à l'épreuve du temps et refléter un niveau de perfection sans précédent. Vivre à Biltmore impliquait, pour la famille comme pour le personnel, de comprendre une hiérarchie rigide. Les domestiques, originaires pour la plupart des États-Unis et d'Europe, vivaient dans un monde à part au sein même de la demeure. Des règles strictes étaient en vigueur. Il était interdit de s'adresser aux membres de la famille, sauf si l'on s'adressait directement à eux. Le contact visuel était limité et chaque geste était observé afin de garantir un service impeccable. Mais même au sein de cette discipline, le prestige était présent. Travailler à Biltmore, c'était intégrer un monde exclusif où les compétences acquises, du service d'un dîner à 12 plats à l'entretien des antiquités, pouvaient ouvrir les portes de n'importe quelle autre demeure de l'élite américaine. La formation était rigoureuse mais inestimable, et nombre de domestiques consacrèrent leur vie entière à la résidence, devenant les gardiens silencieux de son histoire. La grandeur de Biltmore ne se limitait pas à la demeure elle-même. George comprenait que sa maison devait être un centre de culture et de savoir. Il ne souhaitait pas simplement une demeure pour impressionner. Il voulait un lieu qui favorise les échanges, les discussions intellectuelles et l'appréciation de l'art. Durant les premières années suivant son ouverture, la résidence accueillit de nombreuses personnalités, des écrivains comme Edith Wharton et Henry James, des artistes de renom comme John Singer Sargent, et même des membres de la famille présidentielle comme Alice Roosevelt, qui trouvèrent à Biltmore un havre de luxe et de divertissement. Ces visites lui conféraient non seulement un prestige social, mais elles confortaient également la vision de George d'une maison où éducation, culture et raffinement se conjuguaient de manière tangible. Mais il n'y avait pas que la littérature et la musique. Le domaine était conçu pour être autosuffisant, avec des exploitations agricoles fournissant des produits frais, du bétail et des jardins d'agrément.
Les chasses sur les 50 000 hectares devinrent des événements mondains incontournables, où l'élite new-yorkaise et d'autres villes se réunissaient pendant des semaines pour des divertissements raffinés dans les montagnes. Le coût de ce train de vie luxueux était exorbitant, même pour un Vanderbilt. Salaire, uniforme, nourriture et entretien du domaine atteignaient une somme que beaucoup jugeraient insoutenable. Pourtant, George était prêt à investir non seulement de l'argent, mais aussi toute sa passion dans chaque recoin de sa demeure. La vie à Biltmore reflétait un équilibre subtil entre le travail du personnel, les aspirations culturelles de George et la vie privée qu'il envisageait pour sa famille. La demeure n'était pas un simple symbole de richesse, mais une œuvre d'art vivante, fruit d'un savoir-faire technique et d'une planification méticuleuse. Chaque pièce de la bibliothèque et ses milliers de volumes aux salles de bal et à la véranda étaient conçus pour impressionner et simultanément pour traverser les siècles. George rêvait d'une maison qui résisterait non seulement à l'épreuve du temps, mais aussi aux inévitables mutations sociales et culturelles qui l'accompagneraient. Pourtant, même dans un environnement aussi contrôlé, la solitude et l'introspection marquèrent la vie de George. Sa nature réservée le portait à la lecture et à la contemplation, tandis que sa demeure résonnait d'invités, de musique et de conversations sur l'art, la littérature et la politique. Cette dualité entre la majesté de Biltmore et la sensibilité de son créateur allait devenir une constante dans l'histoire de la résidence. C'était un lieu de splendeur, certes, mais aussi de pensée, de réflexion et finalement de famille. Au fil des jours de construction et des premières années d'occupation, George Vanderbilt ne se contentait pas d'édifier une simple demeure. Il créait un héritage dont la pérennité exigerait intelligence, vision et dévouement. L'histoire de Biltmore ne faisait que commencer, et si nul n'aurait pu prévoir les défis à venir, il était clair que ce manoir témoignerait de ce que l'ambition, la culture et la persévérance pouvaient accomplir. Une fois Biltmore achevé et George Vanderbilt installé, la demeure devint non seulement le reflet de sa vision personnelle, mais aussi un microcosme de la société de l'époque. La vie quotidienne y était rythmée par une discipline rigoureuse et structurée, où chaque geste était régi par un protocole et une hiérarchie stricte. Les domestiques, parfois jusqu'à 80 les jours de grande activité, assuraient le bon fonctionnement de la maison. Du nettoyage des sols en marbre au polissage des lustres en cristal, chaque détail était exécuté avec précision. Pourtant, cette structure n'était ni froide ni distante. Servir dans une demeure qui incarnait le summum de l'ingéniosité, de l'esthétique et de la culture de l'époque était source d'une certaine fierté. George, malgré sa nature réservée, comprenait l'importance de cet écosystème. Les domestiques n'étaient pas de simples employés, ils étaient des acteurs essentiels à la réalisation de son rêve. Ils apprirent à servir des dîners à 12 plats, à entretenir des antiquités inestimables et à faire fonctionner des systèmes électriques et des ascenseurs ultramodernes. La formation était rigoureuse, mais ceux qui surmontaient les difficultés recevaient une reconnaissance tacite. La possibilité de travailler dans d'autres grandes demeures à travers les États-Unis grâce à l'expérience acquise à Biltmore. Certains de ces employés consacrèrent leur vie entière à la résidence, voyant la famille s'agrandir, les événements se dérouler, George vieillir et s'inscrivant discrètement dans l'histoire de la maison. Parallèlement, George élargissait sa vision culturelle. Il ne cherchait pas simplement à divertir la haute société. Il voulait faire de Biltmore un centre d'apprentissage et de créativité. Parmi les visiteurs figuraient des écrivains comme Edith Wharton et Henry James, des artistes comme John Singer Sargent, et même des membres de la famille présidentielle comme Alice Roosevelt. Chaque réception était l'occasion de discuter de littérature, d'art, de politique ou de science, d'échanger des idées sur l'évolution de la société et la modernité qui se profilait à l'horizon américain. George ne voulait pas seulement impressionner, il voulait inspirer et apprendre. Sa bibliothèque de milliers de volumes, sa collection d'art soigneusement constituée et ses jardins méticuleusement aménagés reflétaient cet idéal de haute culture allié à la majesté de la nature. Cependant, Biltmore n'était pas qu'un simple refuge intellectuel. Ses vastes terres offraient un espace propice à la chasse, à l'agriculture et à des expérimentations forestières.
George Vanderbilt y mit en œuvre des innovations en matière de gestion forestière et de durabilité agricole, collaborant avec des experts pour démontrer qu'un grand propriétaire terrien pouvait concilier luxe et responsabilité environnementale. Le domaine était un véritable laboratoire à ciel ouvert. On y cultivait des aliments, on y élevait du bétail et on y gérait les forêts. Chaque activité s'inscrivait dans un système complexe exigeant des investissements constants et un contrôle rigoureux. Les coûts étaient exorbitants, même pour un Vanderbilt. L'entretien du domaine, la restauration du personnel, la préservation des installations et le maintien d'un niveau de vie à la hauteur de la grandeur de la résidence représentaient des millions de dollars par an. La viabilité économique de Biltmore n'était pas assurée et chaque année apportait son lot de nouveaux défis financiers. La vie personnelle de George, quant à elle, se déroula avec une certaine mélancolie. Son caractère introverti et son amour de la lecture le tenaient à l'écart des mondanités intenses qu'exigeait la haute société. Pendant des années, il organisa d'innombrables événements, des dîners de gala aux rencontres avec des écrivains et des scientifiques, mais la demeure, aussi impressionnante fût-elle, manquait toujours d'une personnalité capable d'allier son intimité à un dynamisme social certain. L'arrivée d'Edith Stuyvesant Dresser allait changer la donne. Edith, veuve raffinée ayant fréquenté les cercles mondains d'Europe et de New York, fit son entrée dans la vie de George à Paris en 1898. Sa présence transforma Biltmore. Elle n'y ajouta ni marbre ni aile, mais structure, fonctionnalité et chaleur humaine. Elle maîtrisait l'art de gérer de vastes demeures et savait faire d'une propriété aussi colossale un véritable foyer. George, qui avait conçu Biltmore comme un palais des livres et des arts, trouva en Edith une personne qui comprenait à la fois les aspects pratiques et l'âme du lieu. Leur mariage parisien, discret à l'image de la vie privée de George, marqua le début d'un nouveau chapitre dans l'histoire du manoir. Le mariage apporta aussi la parentalité. L'arrivée de Cornelia en 1900 concrétisa le rêve de Biltmore d'être une demeure familiale. Les années suivantes furent marquées par un mélange de bonheur personnel et de défis pratiques. Edith se consacra à la gestion du domaine, optimisant les ressources, améliorant l'efficacité agricole et adaptant le personnel, veillant à ce que la résidence puisse être entretenue sans en perdre la magnificence. Biltmore n'était plus seulement le projet de George, il devint une entreprise commune, un héritage partagé par mari et femme, alliant art, culture et pragmatisme. Mais la vie, même dans la magnificence de Biltmore, n'était pas exempte de tragédie. En 1914, la mort prématurée de George laissa Edith veuve, avec une fille adolescente et une demeure aux proportions presque ingérables. Son rôle devint crucial. Elle dut faire face aux défis financiers, sociaux et logistiques d'un domaine dont les ressources s'envolaient à un rythme insoutenable. La Première Guerre mondiale, suivie de la Grande Dépression de 1929, compliqua encore la situation. Edith dut prendre des décisions audacieuses, ouvrir la demeure au public, vendre des terres pour assurer la liquidité du domaine et moderniser son fonctionnement pour survivre dans un monde qui ne tolérait plus les frivolités de la haute société. Edith n'a pas seulement géré une résidence, elle a sauvé un symbole culturel. Biltmore a résisté aux ravages de l'histoire et témoigne du rêve d'un homme et de la détermination d'une femme. Chacune de ces décisions reflétait un équilibre subtil entre la préservation de sa magnificence et son adaptation aux réalités changeantes. Le manoir, les jardins, les bois, la bibliothèque et la collection d'art sont devenus un héritage qui transcende la simple richesse matérielle. Lorsqu'on franchit les portes monumentales de Biltmore, on est immédiatement subjugué par la magnificence de ses halls, la grandeur de ses escaliers et la perfection de ses jardins. Mais derrière cette opulence apparente se cachait un monde invisible, un mécanisme complexe qui permettait à la demeure de fonctionner jour après jour sans que ses habitants n'aient à se soucier de quoi que ce soit. La vie à Biltmore n'était pas seulement synonyme de luxe, elle était aussi une question de discipline, de coordination et d'une profonde compréhension de la hiérarchie qui régissait chaque action au sein de la maison. Le personnel de service, composé d'environ 80 employés, était le cœur discret de l'établissement. Chaque employé avait un rôle précis et était subordonné à une hiérarchie clairement définie. Les majordomes et la gouvernante supervisaient, attribuaient les tâches et veillaient à ce que les standards d'excellence soient respectés dans les moindres détails de la maison. Les domestiques subalternes n'interagissaient avec leurs supérieurs qu'en cas d'absolue nécessité.
La discipline était stricte, nul ne parlait sans y être invité, aucun contact visuel n'était établi avec les propriétaires et les problèmes personnels restaient secrets. Chaque geste, chaque mouvement devait servir un but précis, préserver la perfection de l'expérience Vanderbilt. La cuisine était un monde à part, un univers de précision et de logistique. Des dizaines de cuisiniers, d'aides et d'apprentis coordonnaient leurs efforts pour préparer d'innombrables plats, pour des dîners pouvant servir plus de 12 personnes. La blanchisserie tournait à plein régime. Employés lavaient, repassaient et réparaient les vêtements de la famille et des domestiques. Les couloirs du sous-sol abritaient les ateliers d'entretien, de menuiserie et de forge. Les ascenseurs et les systèmes électriques, modernes pour l'époque, exigeaient une surveillance constante. La maison était une véritable ville miniature avec ses transports internes, ses approvisionnements quotidiens et un contrôle absolu sur chaque détail. Tout cela avait un coût exorbitant. Entretenir une propriété de 250 chambres avec 80 employés n'était pas un luxe bon marché. C'était une entreprise complexe qui engloutissait des millions chaque année. Salaire, uniforme, nourriture, entretien des jardins et du mobilier, électricité, chauffage, fourniture de cuisine, chaque dépense s'additionnait. Et George Vanderbilt, même issu de l'une des familles les plus riches d'Amérique, était parfaitement conscient que l'exploitation était intenable sans une gestion rigoureuse. La magnificence de Biltmore s'acquittait d'un travail constant, de ressources abondantes et d'une attention obsessionnelle aux détails. Mais la vie à Biltmore n'était pas uniquement consacrée au travail. Elle offrait également une vie sociale intense et d'une grande richesse culturelle. George était un hôte réservé mais généreux, pleinement conscient de l'importance de cultiver des relations avec les personnalités intellectuelles et artistiques les plus en vue de son époque. Des écrivains comme Edith Wharton et Henry James, des artistes comme John Singer Sargent, des hommes politiques et même des membres de familles présidentielles visitaient la résidence. Chaque visite avait un but précis, non seulement social mais aussi culturel. Dans la bibliothèque, les salons et les jardins, les conversations tournaient autour de la littérature, de l'art, des sciences et de la politique. Biltmore devint un lieu de rencontre entre la haute culture et la modernité, un espace où la pensée critique et la créativité étaient encouragées. Bien que n'y participant pas, les domestiques étaient témoins d'une histoire vivante qui se déroulait dans chaque recoin de la demeure. Ils préparaient les salons, entretenaient les chambres, organisaient les dîners et veillaient au bon déroulement de chaque visite. Par leur travail, ils contribuaient à la magnificence de chaque événement, d'un déjeuner intime à un sommet littéraire ou un banquet de gala. L'excellence de leur travail restait invisible pour la plupart des visiteurs, mais était essentielle au bon fonctionnement du palais. Le quotidien mêlait routine et exception. Chaque jour apportait son lot de tâches, préparer un petit déjeuner simple, s'occuper du linge, entretenir le chauffage et l'électricité, ou encore organiser le transport des invités. Mais il y avait aussi des moments extraordinaires, des dîners avec des dizaines d'invités de marque, des concerts privés dans le salon de musique, des fêtes saisonnières où la demeure se transformait en un véritable théâtre du luxe et de la culture. Biltmore n'était pas une simple résidence, c'était une scène permanente où se déployait la grandeur d'une époque et la vision d'un homme en quête d'un équilibre entre beauté, raffinement et modernité. La complexité du fonctionnement et la précision du personnel créaient une harmonie qui semblait naturelle, comme si la grandeur de Biltmore était un état permanent. Mais tout cela était le fruit d'un travail méticuleux, d'une hiérarchie stricte, d'une discipline rigoureuse et d'un engagement indéfectible envers l'excellence. C'était un monde où la vie privée de la famille et la vie professionnelle des domestiques étaient intimement liées, où chaque action avait un but et où chaque détail comptait. Dans ce contexte, Biltmore révéla sa véritable nature, non pas un simple palais luxueux, mais un système complexe où se mêlaient administration, culture, art et vie sociale. La grandeur de la demeure reposait sur la coordination de tous ces éléments, des visiteurs de marque aux domestiques œuvrant discrètement dans l'ombre. Et malgré des coûts et des défis considérables, le domaine fonctionnait comme un organisme vivant, reflétant la vision de George Vanderbilt et la réalité d'une maison à la fois monument et lieu de vie. Dès ses débuts, Biltmore a démontré que la vie entre ses murs ne se résumait pas à la richesse. C'était un subtil équilibre entre travail, culture, protocole et vision.
Chaque pièce, chaque couloir, chaque service et chaque conversation contribuaient à une expérience unique. Et si George Vanderbilt avait créé le palais, la véritable âme de Biltmore résidait dans l'interaction de ses habitants, visibles et invisibles, dont la collaboration assurait la splendeur et la fonctionnalité de ce que beaucoup considèrent comme la plus grande demeure privée d'Amérique. Au fil des ans, Biltmore s'est imposé non seulement comme résidence, mais aussi comme un microcosme de la société de l'âge d'or. Chaque membre du personnel avait un rôle qui dépassait la simple exécution de tâches. Ils étaient les gardiens de l'héritage et de la vision de George Vanderbilt. Des cuisiniers perfectionnant les recettes pour des dîners à 12 personnes aux jardiniers entretenant la flore exotique du jardin d'hiver, tout était orchestré pour maintenir un équilibre subtil entre magnificence et fonctionnalité. La discipline qui régnait dans la demeure n'était pas arbitraire. Elle était une condition nécessaire au bon fonctionnement de 250 pièces, 80 employés et une quantité inestimable de meubles, d'œuvres d'art et de documents historiques. Le personnel de direction, majordomes et gouvernantes, étaient comme des extensions de George Vanderbilt. Leur formation et leur expérience garantissaient non seulement le bon fonctionnement des lieux, mais servaient également de modèles aux jeunes générations de domestiques. Les employés de rang inférieur, bien que leurs interactions avec la famille fussent limitées, acquéraient des compétences précieuses pour la vie, du service méticuleux à la gestion des stocks, en passant par le fonctionnement de systèmes électriques et mécaniques très novateurs pour l'époque. Ce savoir-faire constituait un atout inestimable qui a transformé le travail domestique en une véritable profession, respectée au sein du secteur haut de gamme américain. Parallèlement, la vie sociale à Biltmore ne connaissait aucun répit. Les visites d'écrivains, d'artistes, de personnalités politiques et de gens du monde ont alimenté un flux constant d'échanges culturels. Chaque invité apportait des idées, des débats et des perspectives qui enrichissaient la vie intellectuelle de la demeure. Edith Wharton et Henry James, entre autres, ne se contentaient pas de profiter de l'hospitalité. Ils participaient à des discussions sur la littérature, l'art et la philosophie. Ces conversations pouvaient se dérouler dans la bibliothèque, entourée de milliers d'ouvrages soigneusement sélectionnés, ou dans les salons où tapisseries et œuvres d'art inspiraient des échanges sur l'esthétique et les valeurs culturelles. Chaque réception renforçait la position de Biltmore comme épicentre de la culture et de la pensée de l'époque, et chaque détail, de l'éclairage à la disposition du mobilier, était géré avec une précision irréprochable par le personnel. Cependant, derrière cette perfection apparente se cachaient d'énormes contraintes. L'entretien de la maison, des jardins, de la cuisine et de tous les services engendrait des dépenses colossales. George Vanderbilt pouvait se les permettre, mais chaque dollar investi visait à préserver la vision d'une demeure alliant grandeur européenne et nature américaine. Une gestion efficace du personnel, une supervision constante de la logistique interne et l'anticipation de tous les besoins étaient indispensables. La frontière entre luxe et chaos était ténue. Une erreur dans l'organisation d'un événement ou la maintenance du système électrique pouvait perturber le fragile équilibre du fonctionnement. De plus, le quotidien des domestiques était marqué par l'invisibilité. Leur succès se mesurait à l'absence d'erreurs et à la perfection silencieuse de leur service. Tandis que les invités admiraient la magnificence des salles de bal et l'élégance des banquets, rares étaient ceux qui comprenaient que chaque geste, chaque plat servi à l'heure, chaque chambre impeccablement préparée, était le fruit d'une coordination méticuleuse comparable à la réalisation d'un projet d'ingénierie. La vie à Biltmore était un exercice constant d'excellence et d'adaptation où la routine quotidienne côtoyait des moments de grandeur et de splendeur culturelle. Mais Biltmore offrait aussi des avantages moins visibles. Les domestiques y acquéraient des connaissances et des compétences pratiques qui leur permettaient de progresser dans leur carrière. L'expérience acquise était reconnue dans toute l'Amérique, et un employé ayant travaillé pour George Vanderbilt pouvait aspirer à des postes importants dans d'autres grandes demeures. En ce sens, la maison n'était pas seulement un foyer. C'était un lieu de formation, un cadre où la discipline, l'éthique du travail et l'excellence s'apprenaient par la pratique quotidienne. La vie privée de Biltmore, avec ses hiérarchies, ses protocoles et ses routines quotidiennes, coexistait avec une atmosphère sociale et culturelle bouillonnante. Les visites de personnalités, les événements littéraires et artistiques et l'activité incessante de la demeure formaient un écosystème où chaque élément dépendait des autres.
La vision de George Vanderbilt, alliée au dévouement discret de son personnel, a transformé un manoir de 250 pièces en une demeure fonctionnelle, un centre culturel et un modèle de gestion irréprochable. Chaque action, de la préparation du déjeuner à l'organisation d'un banquet pour des dizaines d'invités, s'inscrivait dans un système plus vaste qui reflétait la grandeur de l'âge d'or et la complexité de sa perpétuation. Dans sa vie privée, Biltmore offrait une leçon sur le lien entre richesse, culture et gestion. Le luxe n'était pas qu'une question d'esthétique, c'était une question de coordination, de discipline et de prévoyance. La magnificence visible n'était que la partie émergée de l'iceberg d'un monde intérieur régi par la précision et l'engagement. Chaque employé, chaque invité et chaque chambre contribuaient à perpétuer cette vision. Et si la splendeur de l'âge d'or pouvait sembler éphémère à Biltmore, chaque jour démontrait qu'avec organisation, dévouement et talent, même la plus grande opulence pouvait se maintenir, non comme un spectacle vide, mais comme une expérience de vie tangible et vibrante où histoire, art et quotidien coexistaient en parfaite harmonie. Le destin de Biltmore bascula avec l'arrivée d'Edith Stuyvesant Dresser dans la vie de George Vanderbilt. Jusque-là, le magnat vivait plongé dans son univers de livres, d'art et d'architecture, entouré d'un personnel méticuleux qui mettait en œuvre sa vision. Mais la demeure n'avait jamais tout à fait atteint la vitalité qu'il avait imaginée. Introverti et intellectuel, George trouvait satisfaction dans la perfection de sa bibliothèque, les jardins qu'il avait conçus et les systèmes sophistiqués de sa maison. Cependant, bien que Biltmore fût un prodige d'ingénierie et d'esthétique, il lui manquait ce que seule une présence humaine pouvait apporter, quelqu'un qui comprenne les besoins du quotidien et de la convivialité. Edith vint combler ce manque. George et Edith se rencontrèrent à Paris en 1898. Veuve de 32 ans, elle menait une vie sociale bien remplie et son expérience avait fait d'elle une femme raffinée, cultivée, élégante, sûre d'elle et dotée d'une profonde connaissance de la société et de la culture européenne. Pour George, à 40 ans, le contraste était saisissant. Réservé, introspectif et quelque peu timide, il trouva en Edith non seulement une partenaire amoureuse, mais aussi une compagne qui comprenait sa vision et sa sensibilité artistique. Leur relation fut immédiate et authentique. Il ne s'agissait pas d'un mariage de convenance ni d'un arrangement social, mais d'une union fondée sur le respect mutuel, l'admiration pour la culture et un amour qui transcendait les conventions de l'époque. Ils se marièrent à Paris en juin 1898, lors d'une cérémonie intime et discrète à l'image de George. Point de grande festivité ni de couverture médiatique, seule la famille et les amis proches partagèrent ce moment. Dès le départ, Edith comprit l'importance de Biltmore et la responsabilité qui incombait à sa propriétaire. À leur retour en Caroline du Nord, la demeure de George cessa d'être un simple palais isolé pour devenir un foyer vibrant, animé d'une nouvelle vocation. L'arrivée d'Edith transforma la dynamique. Son énergie, son sens de l'organisation et sa vision administrative devinrent le moteur qui allait faire de Biltmore non seulement une œuvre d'art habitable, mais aussi un centre culturel et social majeur. Edith se consacra à une réorganisation complète du manoir. Elle analysa les systèmes d'entretien, optimisa la gestion du personnel et entreprit de planifier le quotidien en conciliant la magnificence de la demeure et sa viabilité économique. Il ne s'agissait pas de réduire le luxe ni de compromettre le confort des hôtes. Au contraire, son objectif était de préserver l'opulence tout en assurant la pérennité du manoir. Elle redéfinit les rôles du personnel, fusionna les postes redondants et supervisa chaque détail des services, de la cuisine à la blanchisserie, en passant par l'organisation des réceptions. Son influence se fit sentir dans toute la propriété, et le respect qu'elle inspirait au personnel se traduisit par efficacité et fidélité. L'arrivée d'Edith coïncida avec la naissance de sa fille, Cornelia, le 22 août 1900. Avec elle, les pièces vides de la maison trouvèrent enfin leur utilité. La naissance de Cornelia non seulement consolida la famille, mais marqua aussi un nouveau chapitre pour Biltmore. Ce n'était plus seulement l'expression de la vision personnelle de George, mais un véritable foyer familial. Edith veilla à ce que l'éducation de Cornelia soit rigoureuse, alliant richesse matérielle et valeurs de responsabilité et de discipline. La jeune fille grandit en explorant les 250 pièces du manoir et les 50 600 hectares du domaine, toujours sous la tutelle de sa mère,
qui insistait sur un équilibre entre privilèges et préparation à la vie active. L'arrivée d'Edith et l'épanouissement de la famille coïncidèrent avec l'âge d'or de Biltmore. La demeure devint un haut lieu de la vie sociale et culturelle, attirant écrivains, artistes, scientifiques et hommes politiques de renom. Grâce à la collaboration et au soutien d'Edith, George put organiser des rencontres intellectuelles dans sa bibliothèque, ses salons et ses jardins, où l'on débattait de littérature, de politique, d'art et de philosophie. L'alliance de la vision érudite de George et du sens de l'organisation d'Edith hissa le niveau culturel de la maison à des sommets inégalés. Des hôtes, tels qu'Edith Wharton et Henry James, appréciaient non seulement la magnificence des lieux, mais aussi les échanges intellectuels avec des hôtes cultivés, capables de maintenir un équilibre harmonieux entre la solennité de l'art et la convivialité des échanges. Les banquets, les chasses et les festivités étaient d'une perfection absolue. La cuisine, toujours sous la supervision d'Edith, veillait à ce que chaque menu de 12 plats soit servi avec une précision irréprochable, tandis que le personnel entretenait la perfection des jardins, des chambres et des installations techniques. Edith avait compris que le séjour des hôtes reposait sur l'harmonie de tous ces éléments, et son talent pour allier logistique, protocole et élégance sociale fit de Biltmore un modèle d'excellence opérationnelle. Mais son influence ne se limitait pas au divertissement ou à l'entretien. Edith encourageait l'éducation, l'art et les sciences, tant au sein de la demeure que sur le domaine. Elle invita des experts en agriculture et en foresterie à la consulter sur la gestion forestière et les pratiques agricoles, faisant de Biltmore un modèle de durabilité et de gestion responsable. Chaque décision témoignait de sa capacité à allier beauté, fonctionnalité et utilité, garantissant que le manoir fût non seulement un symbole de richesse, mais aussi un exemple d'innovation et de gestion avisée. Durant ces années, la famille savoura la vie à Biltmore, trouvant un équilibre entre intimité et mondanité. Les réceptions pouvaient durer des jours, les invités admirant l'architecture, les jardins et la bibliothèque, tandis que George et Edith entretenaient des conversations stimulantes pour l'esprit et l'âme. Chaque visite renforçait le statut social de la famille, tout en y ajoutant une dimension culturelle qui transcendait l'ostentation matérielle. George, jadis solitaire et intellectuel, trouva en Edith une compagne qui comprenait l'ampleur de son rêve, et la demeure cessa d'être un décor figé pour devenir un foyer vibrant où l'amour, la famille et la culture s'entremêlaient au quotidien du personnel et à la grandeur de l'architecture. Sous l'influence d'Edith, Biltmore devint un parfait microcosme de ce que l'âge d'or américain pouvait offrir lorsque vision et gestion s'unissaient. Chaque détail, des jardins à la bibliothèque, des salons à la cuisine, reflétait un équilibre entre opulence et fonctionnalité, entre tradition européenne et innovation américaine. George avait créé un palais, mais Edith lui insuffla une âme et une raison d'être. L'arrivée de Cornelia compléta l'ensemble, faisant de Biltmore non seulement un monument à l'art et à la richesse, mais aussi une demeure familiale vivante, un lieu où les rêves pouvaient être partagés, vécus et préservés. Au fil des ans, l'influence d'Edith à Biltmore devint de plus en plus manifeste. Son talent pour allier la grandeur du manoir à la chaleur d'un foyer familial permit à la demeure de s'épanouir comme jamais auparavant. George, dont l'univers était dominé par les livres, les plans et les collections d'art, trouvait désormais du bonheur dans le quotidien partagé avec Edith et Cornelia. Le manoir, jadis un lieu impressionnant mais distant, résonnait de rires, de conversations et de petits rituels quotidiens qui transformaient chaque couloir et chaque pièce en un espace de vie où la famille pouvait grandir et s'épanouir. L'arrivée de Cornelia a consacré cette nouvelle ère. Edith veilla à ce que l'éducation de sa fille soit à la fois rigoureuse et enrichissante. Chaque cours particulier, chaque promenade dans les jardins, chaque visite aux ateliers d'art et d'agriculture était autant d'occasions d'apprendre le sens des responsabilités, la discipline et la valeur du travail. Edith refusait que l'opulence isole Cornelia du monde réel. Elle voulait qu'elle comprenne que la richesse et le statut social étaient des privilèges assortis de responsabilités. Ainsi, l'éducation de Cornelia devint le reflet de la philosophie d'Edith. L'harmonie entre beauté, savoir et éthique. La demeure prospérait non seulement comme résidence, mais aussi comme un véritable carrefour culturel et social.
Des visiteurs de marque continuaient d'affluer, écrivains, artistes, scientifiques et hommes politiques, tous attirés par la vision intellectuelle de George et le sens de l'organisation d'Edith. Chaque réception, chaque banquet, chaque événement culturel renforçait la réputation de Biltmore comme épicentre de la culture et du savoir, un lieu où élégance et érudition ne s'opposaient pas. George, autrefois réservé, trouvait dans ses conversations une source d'inspiration qui enrichissait sa vie personnelle et professionnelle, tandis qu'Edith veillait à ce que chaque interaction se déroule avec la coordination impeccable qui caractérisait la maison. Cependant, la grandeur de Biltmore s'accompagnait de responsabilités et de défis constants. Gérer un manoir de 250 pièces sur un domaine de 50 600 hectares engendrait des coûts considérables. Edith a démontré que ses compétences administratives n'avaient d'égal que sa vision sociale et culturelle. Elle négociait avec les fournisseurs, veillait à l'efficacité du personnel et cherchait à optimiser les activités agricoles et forestières du domaine. La pérennité de Biltmore reposait sur sa capacité à concilier luxe et économie, tradition et modernité, privilèges et responsabilités. Chaque décision prise par Edith a renforcé la demeure, lui assurant non seulement la survie, mais aussi la prospérité à une époque où la plupart des grandes demeures de l'âge d'or commençaient à décliner. Ce que George avait bâti comme reflet de son perfectionnisme intellectuel et artistique, Edith l'avait transformé en un foyer vibrant de vie, de sens et de raison d'être. Le manoir devint un lieu où la famille pouvait s'épanouir pleinement, où la richesse n'était pas une fin en soi, mais un moyen de cultiver la culture, l'éducation et les valeurs. Avec son pragmatisme et sa sensibilité, Edith avait accompli ce dont peu de femmes de son époque pouvaient rêver, métamorphoser un palais monumental en un véritable foyer humain, où vie de famille et grandeur architecturale coexistaient en parfaite harmonie. Les années qui suivirent le mariage de George et Edith furent sans conteste les plus prospères et les plus marquantes de l'histoire de Biltmore. Le manoir atteignit son apogée social, culturel et familial, s'imposant comme un exemple unique de ce que pouvait accomplir l'alliance de la vision, de l'amour et du leadership. Chaque recoin de la maison, chaque pièce, chaque jardin reflétait cette fusion. Le dévouement de George aux études et aux arts, l'intelligence et le pragmatisme d'Edith, et la nouvelle génération incarnée par Cornelia, prête à perpétuer cet héritage. Biltmore n'était plus seulement un monument à la richesse et au luxe, c'était devenu un foyer vivant, où l'amour et la famille rythmaient le quotidien. La demeure d'un projet solitaire s'était muée en une entreprise familiale, un ouvrage qui alliait art, culture et gestion à la chaleur d'une convivialité sans pareille. Chaque hôte qui franchissait son seuil pouvait ressentir non seulement la magnificence de l'architecture, mais aussi la présence de ceux qui avaient transformé ce luxe en quelque chose de significatif. Une famille unie, une maison inspirante et un héritage destiné à traverser les âges. L'équilibre entre la grandeur de Biltmore et la chaleur de la vie familiale, entre perfection esthétique et efficacité opérationnelle, devint la marque indélébile d'Edith. Grâce à sa vision et à sa détermination, le manoir survécut non seulement à la jeunesse de Cornelia et aux ambitions de George, mais se prépara également à affronter les défis qu'impliquerait l'inévitable transition de l'âge d'or à un monde moderne plus incertain et en perpétuelle mutation. La mort de George Washington Vanderbilt, en 1914, marqua la fin d'une ère à Biltmore et le début d'une épreuve sans précédent pour sa famille. Il n'avait que 51 ans et sa disparition fut aussi soudaine que dévastatrice. Une appendicectomie censée être une simple intervention de routine se transforma en tragédie, laissant derrière elle une immense demeure, un héritage colossal et une famille qui ne cessait de s'agrandir. Pour Cornelia, âgée de seulement 13 ans, la perte fut incommensurable. Pour Edith, veuve pour la seconde fois, le défi était immense. Prendre en charge un domaine de 250 pièces et de 50 600 hectares avec un personnel de 80 personnes, tout en assumant la lourde responsabilité de perpétuer la vision de son défunt mari et d'en assurer la pérennité financière. Les années qui suivirent la mort de George furent une lutte constante contre le temps, les difficultés financières et la solitude. Biltmore, conçu comme un palais et un laboratoire de culture et de savoir, devint un fardeau financier considérable. Les revenus tirés de l'agriculture, de l'élevage et de la sylviculture, que George avait tenté de développer selon une approche scientifique,
était insuffisant pour couvrir les frais de fonctionnement. Edith comprit rapidement que maintenir l'opulence du manoir et assurer le bien-être de sa fille exigerait une gestion rigoureuse, une discipline de fer et des décisions qui mettraient à l'épreuve son courage et sa détermination. Dans le même temps, le monde extérieur se transformait à un rythme effréné. L'Europe sombrait dans la Première Guerre mondiale en 1914 et la vie mondaine de l'âge d'or, caractérisée par un luxe démesuré et des banquets interminables, semblait bien futile face à la brutalité du conflit mondial. Edith savait que Biltmore ne pouvait rester à l'écart de la réalité. La demeure et la famille devaient s'adapter, non seulement pour survivre, mais aussi pour trouver un sens à leur existence dans un monde en pleine mutation. Durant ces années, une partie du domaine fut consacrée à l'effort de guerre. On produisait des vivres pour les troupes, on organisait des collectes de fonds et on apportait un soutien logistique aux initiatives civiles. Le manoir, symbole de richesse et de privilège, se vit attribuer une nouvelle fonction, démontrer que la noblesse pouvait coexister avec la responsabilité sociale. Le coût émotionnel et financier était indéniable. Edith était confrontée à des dettes qui auraient ruiné n'importe qui. Gérer 80 employés était un défi constant. Maintenir la discipline, garantir l'efficacité et préserver le moral des troupes dans un environnement qui ne pouvait plus offrir la même abondance qu'au temps de George exigeait à la fois tact et fermeté. Chaque décision qu'elle prenait était cruciale. Chaque erreur pouvait entraîner des revers irréversibles. L'âge d'or avait démontré la magnificence de Biltmore, mais il avait aussi mis en lumière sa vulnérabilité. Les empires familiaux ne sont pas éternels et une richesse mal gérée s'évapore rapidement. La fin de la Première Guerre mondiale n'apporta aucun soulagement immédiat. Le monde avait changé de façon irréversible. La société américaine se modernisait, les villes s'étendaient et la richesse n'était plus perçue avec la même admiration qu'à l'âge d'or de l'Amérique. La consommation excessive et les modes de vie fastueux, jadis célébrés, étaient désormais l'objet de critiques et de scepticisme. Le manoir, jadis symbole de culture et de raffinement, commençait à ressembler à un monument du passé, déconnecté des réalités économiques et sociales des années 1920. Edith comprit que la demeure devait évoluer ou disparaître. Sa vision ne suffisait plus, stratégie, innovation et courage étaient nécessaires pour assurer la pérennité et le rayonnement de Biltmore. Puis vint 1929. La Grande Dépression frappa les États-Unis avec une force dévastatrice. Des fortunes qui semblaient inébranlables s'évaporèrent presque du jour au lendemain. Les banques s'effondrèrent, les investissements s'écroulèrent et les sources de revenus que beaucoup tenaient pour acquises disparurent. Pour Biltmore, les frais d'entretien restèrent constants, voire augmentèrent, tandis que les revenus des familles chutaient drastiquement. Edith, âgée de 64 ans, était confrontée à un dilemme qui aurait paralysé n'importe qui: comment préserver le manoir, conserver son personnel, assurer l'éducation et le bien-être de Cornelia, et en même temps maintenir la vie sociale et culturelle si riche qui avait caractérisé la résidence. L'impact émotionnel de ces années fut profond. Edith, désormais veuve et portant sur ses épaules la responsabilité d'un empire familial, ressentait la pression de devoir prendre des décisions impopulaires et risquées. Chaque vente de terrain, chaque réorganisation du personnel, chaque réduction des dépenses de fonctionnement était vécue comme un sacrifice personnel, un rappel constant de la fragilité de la sécurité économique face aux bouleversements de l'histoire. Les couloirs qui jadis résonnaient des animations des fêtes, des débats littéraires et des visites de célébrités étaient désormais emplis d'un silence pesant, chargé d'inquiétude et de responsabilité. Le manoir, symbole de splendeur, devint le théâtre où la gestion financière et la survie s'entremêlaient à la vie de famille et aux souvenirs de George. L'âge d'or américain, avec son faste et son exubérance, avait presque entièrement disparu. D'autres grandes demeures familiales, incapables de s'adapter, fermèrent leurs portes, étaient vendues ou démolies. Le monde moderne n'offrait ni indulgence ni patience pour les excentricités du passé. Edith avait compris que la préservation de Biltmore ne pouvait reposer sur la nostalgie ou la tradition. Elle exigeait créativité, pragmatisme et une vision novatrice. Chacune de ces décisions était guidée par le principe de la survie stratégique, préserver l'essence de la maison et son héritage, tout en transformant son fonctionnement pour faire face aux nouvelles réalités économiques.
Biltmore se trouvait alors à un tournant décisif, tiraillé entre le souvenir d'une grandeur passée et l'impérieuse nécessité de s'adapter. Edith devait composer non seulement avec les forces extérieures de l'économie et de la société, mais aussi avec l'invisibilité de ses sacrifices quotidiens. Son succès ne se mesurait pas à l'ostentation, mais à la sagesse de ses décisions, à l'équilibre entre tradition et modernité, à sa résilience face à l'adversité. Chaque jour était une épreuve d'ingéniosité et de courage, un combat silencieux qui déterminerait si Biltmore pourrait résister aux tempêtes historiques qui menaçaient d'effacer les géants de l'âge d'or du paysage américain. Dans ce contexte de bouleversements mondiaux, d'incertitudes économiques et de responsabilités individuelles, Edith devint le véritable pilier de Biltmore. Son leadership, sa vision et sa détermination permirent au manoir non seulement de survivre, mais aussi de s'adapter et de prospérer dans un monde où l'ostentation ne suffisait plus. Les années d'ombre et de déclin n'avaient pas anéanti l'espoir. Elles avaient mis à l'épreuve la capacité d'une femme à perpétuer un héritage, à protéger sa famille et à redéfinir l'avenir d'un empire familial qui semblait voué à disparaître. Au fil des années 1930, la pression sur Edith s'intensifia. Chaque décision était cruciale, chaque ajustement comptait. Le manoir, avec ses 250 pièces et son personnel encore nombreux, représentait un défi constant. Edith devait concilier la gestion financière et la préservation de l'héritage de George, tout en maintenant la dignité de la famille et le moral des employés. La vie sociale et culturelle qui avait été le cœur battant de Biltmore devait désormais coexister avec un pragmatisme absolu. Les dépenses superflues furent réduites, les cérémonies simplifiées et le manoir, jadis théâtre de fêtes interminables et de débats intellectuels, devint un centre de gestion rigoureuse où chaque dépense était évaluée et chaque opération passée au crible. La Grande Dépression avait tout bouleversé. Ce qui avait jadis semblé inépuisable, la fortune des Vanderbilt, les revenus de la terre et de l'exploitation forestière, et même l'opulence de Biltmore, étaient désormais menacées. Edith avait compris que laisser le domaine inchangé serait une erreur fatale. Chaque parcelle de terre, chaque contrat, chaque source de revenus devait être réévaluée. Son objectif n'était pas seulement la survie immédiate, mais aussi la pérennité de Biltmore pour les générations futures. La vision de George d'une demeure alliant beauté, culture et durabilité devait composer avec les réalités économiques d'un pays en crise. Alors que le monde moderne s'accélérait et que la société américaine de l'âge d'or déclinait, Edith prit des décisions qui auraient paru impensables à son mari. Des terres furent vendues stratégiquement, des employés mutés ou réaffectés, et le manoir commença à s'adapter à un modèle plus durable, sans perdre son âme. Chaque sacrifice était un acte de préservation. Chaque ajustement, une tentative de garantir que la majesté de Biltmore ne succombe pas aux épreuves du temps et de l'histoire. Edith ne se contentait pas de gérer une maison. Elle menait la transformation d'un symbole de l'opulence américaine en un héritage capable de traverser les époques. Le poids émotionnel était également immense. Veuve, mère d'une adolescente et accablée par la responsabilité de préserver l'œuvre de toute une vie, Edith vivait dans un équilibre précaire entre le souvenir du passé et la nécessité d'affronter l'avenir. Cornelia, grandissant sous cette pression, apprit les réalités de la gestion d'un empire familial et l'importance de la résilience. L'éducation de la jeune femme devint primordiale. Edith comprit que préparer sa fille à un monde en mutation était aussi important que l'entretien des murs et des jardins du manoir. Le contraste entre la splendeur du passé et l'austérité du présent était frappant dans chaque pièce et chaque couloir. Les souvenirs de banquets, de visites d'écrivains, d'artistes et de présidents, et la vie trépidante imaginée par George, côtoyaient désormais une gestion rigoureuse et des décisions financières calculées. Edith avait endossé un rôle inattendu, celui de protectrice d'un héritage, de gardienne d'un patrimoine culturel et familial, de femme chargée de veiller à ce que la beauté et l'histoire de Biltmore résistent à l'épreuve du temps. Face au déclin économique et social, Edith a développé une vision pragmatique de la survie. La maison devait vivre et s'adapter. Sa vocation ne pouvait plus se limiter au luxe ou à l'ostentation, mais devait plutôt démontrer que la grandeur pouvait coexister avec la responsabilité. Chaque choix difficile, chaque sacrifice partiel était un pas de plus vers la préservation de l'œuvre de George. Le manoir n'était plus seulement le reflet de la richesse,
Mais le théâtre, où la détermination, l'intelligence et la clairvoyance prouvaient que même les symboles les plus grandioses pouvaient se frayer un chemin vers un héritage durable. Ainsi, Biltmore, suspendu entre le souvenir de son opulence passée et l'urgence de l'adaptation, survécut dans l'ombre du déclin. Édith devint le cœur administratif et émotionnel du domaine, prouvant qu'une vision masculine pouvait lui survivre si quelqu'un était prêt à la défendre. Les années de crise n'anéantirent pas l'héritage de George, elles le transformèrent en quelque chose de plus durable, un témoignage de résilience face à l'adversité et de la capacité d'une femme à maintenir un empire familial en vie quand tout semblait perdu. À l'aube des années 1930, Edith Vanderbilt dut relever le plus grand défi de sa vie. Veuve, mère d'une adolescente et responsable du plus grand manoir d'Amérique, elle savait qu'il lui serait impossible de préserver Biltmore dans son état traditionnel. La Grande Dépression avait réduit les revenus, affecté les investissements et modifié la perception sociale de l'ostentation de l'âge d'or. Nombre de grandes demeures familiales étaient vendues, fermées ou transformées en musées. La menace que Biltmore subisse le même sort était bien réelle. Pourtant, Edith était déterminée à préserver l'héritage de George, non seulement comme un monument à la richesse, mais aussi comme un témoignage de la culture, de l'art et d'une vision durable. La première décision radicale fut d'ouvrir le manoir au public. Dès 1930, moyennant $1, quiconque pouvait visiter les salons, la bibliothèque et les jardins. Pour la société de l'époque, l'idée de permettre à des étrangers de pénétrer dans la demeure d'une famille aristocratique était scandaleuse, presque sacrilège. Mais pour Edith, c'était une stratégie de survie astucieuse. Elle générait des revenus directs et offrait aux gens ordinaires la possibilité d'admirer l'art, l'architecture et l'héritage que George avait créé. Le manoir devint en quelque sorte un lieu d'apprentissage, une fenêtre ouverte sur le passé de l'âge d'or américain et un témoignage de ce que la vision et la persévérance pouvaient accomplir. L'étape suivante consista à réorganiser le domaine. Edith vendit stratégiquement environ 86 000 acres au gouvernement fédéral, créant ainsi ce qui est aujourd'hui la forêt nationale de Pisgah. Cette action permit non seulement de dégager les fonds nécessaires à l'entretien du manoir, mais aussi de garantir la protection du territoire, conformément à la vision de George en matière de développement durable et de gestion forestière responsable. Le manoir et son patrimoine forestier devinrent des symboles de conservation et d'éducation, démontrant que la préservation ne signifiait pas figer le passé, mais plutôt l'adapter à un nouveau contexte. Edith a également été le fer de lance de la modernisation du fonctionnement interne. Elle a progressivement réduit le personnel, regroupé les fonctions et rationalisé les processus agricoles et d'entretien. Chaque changement visait à concilier efficacité et dignité de la demeure. Aucun détail culturel ou architectural ne devait être négligé. Le manoir, bien que plus petit et administrativement plus agile, a conservé son essence. Les salons impressionnaient toujours. La bibliothèque abritait des milliers de livres et les jardins conservaient la même majesté que George avait imaginée. Edith avait réussi un équilibre presque impossible entre tradition et modernité. Durant la Seconde Guerre mondiale, Biltmore joua un rôle inattendu en servant de refuge à des œuvres d'art inestimables de la National Gallery of Art de Washington. Les peintures et sculptures de grande valeur furent mises à l'abri dans le manoir qui, grâce à la gestion visionnaire d'Edith, demeura sûr et opérationnel. Alors que le monde était en proie au conflit, Biltmore devint un sanctuaire culturel démontrant que la planification, la prévoyance et la détermination pouvaient protéger l'art et l'histoire même en temps de crise. Après le décès d'Edith en 1958, son petit-fils William Cecil reprit la gestion de Biltmore. Fidèle aux principes établis par sa grand-mère, il diversifia les sources de revenus. Outre les visites touristiques, l'organisation d'événements, de mariages, de concerts et d'expositions fut mise en place. Plus tard, la production de vin fut intégrée avec la création du domaine viticole de Biltmore, générant des revenus supplémentaires tout en préservant la valeur culturelle et l'intégrité historique du site. Hôtels, restaurants et boutiques sur le domaine vinrent compléter cette stratégie, faisant de Biltmore un modèle économique durable sans compromettre la beauté ni l'histoire du lieu. Aujourd'hui, Biltmore demeure la propriété des descendants de George Vanderbilt et fait office à la fois de résidence privée, de site touristique et de centre culturel.
Plus d'1 million de visiteurs parcourent chaque année ses couloirs, émerveillés par son architecture, ses jardins et son histoire. Le manoir a non seulement survécu au déclin des grands empires de l'âge d'or américain, mais s'est transformé en un exemple vivant d'adaptation et de résilience. Chaque génération, de George à William Cecil et jusqu'à ses héritiers actuels, a respecté l'essence même de cet héritage, la beauté, la culture et la durabilité, tout en s'adaptant aux défis de son époque. Biltmore est par essence un témoignage de vision et de persévérance. Dès sa conception, George rêvait d'une demeure où l'art, la nature et le savoir se conjugueraient harmonieusement. Edith, face à l'adversité, a transformé ce rêve en une réalité vivante, assurant sa pérennité à travers les guerres, les crises économiques et les bouleversements sociaux. Sa détermination a permis à un manoir qui semblait voué à disparaître de devenir un phare de préservation et d'éducation. Biltmore démontre que même les rêves les plus ambitieux, lorsqu'ils sont associés à la planification, à l'adaptabilité et à l'engagement, peuvent traverser l'histoire, inspirant chaque visiteur à comprendre la valeur de la vision, de la culture et de la résilience. Aujourd'hui, visiter Biltmore, c'est bien plus qu'une simple promenade dans des couloirs chargés d'histoire et de luxe. C'est un voyage au cœur d'un témoignage vivant de la résilience familiale et de la vision à long terme. Chaque pièce, chaque détail architectural, chaque œuvre d'art qui orne ses murs raconte l'histoire de générations qui se sont battues pour perpétuer un héritage. Ce qui n'était au départ que le rêve de George Vanderbilt de construire la demeure la plus impressionnante d'Amérique s'est transformé, grâce à Edith et à ses descendants, en un exemple d'adaptation et de durabilité qui a résisté à l'épreuve du temps. Le manoir, jadis théâtre de fêtes somptueuses et de visites d'écrivains, de présidents et d'artistes, fait aujourd'hui le lien entre passé et présent. Ses jardins, sa majestueuse salle de banquet, sa bibliothèque et chaque recoin restauré témoignent de la vision de George, mais aussi de la détermination d'Edith et de la créativité de William Cecil, qui ont su réinventer la pérennité d'un héritage. Biltmore n'est pas un simple musée, c'est une demeure vivante, une entreprise familiale inspirante, un lieu où l'histoire se vit et non se contente de s'observer. Au-delà de son luxe, ce qui rend Biltmore unique, c'est l'importance que chaque génération a accordée à l'innovation dans le respect de la tradition. De l'ouverture de ses portes au public pendant la Grande Dépression à la création de vignobles, en passant par l'organisation d'événements culturels et le maintien du manoir comme résidence privée fonctionnelle, la famille Vanderbilt a démontré que la préservation d'un héritage exige du courage, de l'intelligence et une passion pour l'histoire. Le domaine de Biltmore continue de montrer chaque année à des millions de visiteurs que des rêves audacieux, lorsqu'ils sont menés avec vision et détermination, peuvent surmonter même les plus grands défis de l'histoire. Si l'histoire de Biltmore vous a captivé, vous montrant comment un rêve de l'âge d'or a survécu à la mort, à la guerre, à la crise et aux bouleversements sociaux, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Vous pourrez ainsi continuer à découvrir d'incroyables histoires de patrimoine, de culture et d'histoire qui ont inspiré et continuent d'inspirer des générations. Aimez et partagez cette vidéo et activez les notifications pour ne manquer aucun des prochains épisodes riches en histoire et en secrets des grands héritages américains. Car Biltmore est bien plus qu'une simple demeure. C'est un rappel que la passion, l'adaptabilité et la persévérance peuvent donner vie aux rêves les plus improbables. Et vous aussi, vous pouvez puiser l'inspiration dans cette histoire pour ne jamais baisser les bras face aux épreuves de la vie.